Merci d'avoir fait le déplacement ce samedi 12 janvier 2019 ici au Forum de Grenelle dans le 15e arrondissement de Paris. Chers camarades, et chers compatriotes, nous avons l'insigne honneur de recevoir aujourd'hui le directeur général de la SENELEC, M. Mouhamadou Makhtar Cissé, avec à ses côtés M. Biram Faye, qui est le directeur général de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. Cette conférence est rehaussée également par la présence de Mme Awa Diop Mbacké, vice-consul au Consulat général du Sénégal à Paris, également très active dans le milieu politique en tant que présidente du mouvement des femmes de l'Alliance pour la République. Nous avons à ses côtés M. Malick Gueye, ministre conseiller, qui est un camarade qui œuvre pour le rayonnement de la paix ici en France et par-delà la paix, la majorité présidentielle. Nous avons également la présence de M. Amadou Talla, ambassadeur itinérant, coordinateur de la section que moi j'appelle par des formations Mante la Coquette, membre également de la convergence des cadres républicains. Nous avons également la présence d'un camarade qui a un engagement sans faille pour la paix, pour le président Macky Sall, qui, chaque fois que nous avons un événement, même s'il n'est plus en poste en France, il se sacrifie pour être parmi nous jusqu'au bout. Je veux nommer le camarade Tamsir Faye. Avant de nous présenter et d'introduire la conférence, il y a également la présence de Mme Rokhaya Sall, qui est également une camarade militante infatigable, qui est toujours là à nos côtés nuit et jour pour l'émergence du Sénégal. Je remercie le comité d'organisation qui n'a ménagé également aucun effort pour que les conditions idoines soient trouvées à travers cette salle qu'on a eue en un temps record. Cela est sans nul doute un signe annonciateur de la réussite de cette conférence. La majorité présidentielle est le regroupement de partis politiques, d'associations, de mouvements de soutien qui ont pour porte-étendard son Excellence M. Macky Sall. À l'origine de cette conférence, il y a eu le constat que depuis 2012, des efforts notoires ont été faits au Sénégal dans le domaine de l'énergie. Et c'est pour cela que depuis octobre 2018, un petit comité s'est mis à la tâche en contactant le directeur général de la SENELEC, qui a salué cette démarche et qui a répondu favorablement à cette démarche. Et c'est ainsi que la convergence des cadres républicains a été désignée pour piloter cet événement, parce qu'elle a l'habitude d'organiser également ce genre d'événement, en y associant nos jeunes frères de la COJER et les femmes de la paix à travers le mouvement des femmes. La transition énergétique est un sujet d'actualité et nous pensons que la conférence de ce jour participera à sa meilleure compréhension. À côté des panélistes, on a Nicolas Siné-Ndiaye, qui
est un président et qui va participer activement à cette conférence. Donc le déroulé de la réunion va être simple. On a eu le mot de bienvenue. On fera une présentation du conférencier qui va introduire le débat, parce qu'on veut que le débat soit interactif. Après, il y aura des contributions, des questions-réponses, avant qu'on clôture cette conférence par un mot de clôture et de remerciements à l'emploi de tout un chacun. Nous avons aujourd'hui M. Amadou Mahtar Cissé, et j'ai l'insigne honneur de le présenter à l'audience assistance. Ce sera juste une biographie sommaire, parce que si on s'étalait sur ses compétences, ses diplômes, son parcours, jusqu'à l'heure de la fin de la réunion, on en serait encore là. Non, il y a quelqu'un qui est diplômé du Cap au Caire, là. moi, je suis juste au Sénégal. Il y a pas mal. On a compris, merci. Docteur en droit et sciences politiques. M. Mohamed Mahtar Cissé est également titulaire d'un master en finance et gestion publique. Il a été admis à l'examen du barreau de Dakar. Il y restera 2 ans. Par la suite, il va réussir le concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature et l'École nationale de l'administration et de la magistrature, d'où il sortira comme inspecteur des douanes et major de sa promotion. Il va servir successivement au bureau du port, à la direction des enquêtes et à la direction générale. En mai 2000, il est nommé directeur de cabinet du ministre de la Pêche. En 2002, il réussira avec brio le concours d'entrée à l'inspection générale d'État. Là aussi, il sera également major de sa promotion. Il y servira 8 ans avant d'être nommé en décembre 2009 directeur général des douanes sénégalaises. En juillet 2013, il est nommé ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé de budget. Et c'est à ce titre qu'il tiendra ici la première conférence dédiée au plan Sénégal émergent. Et il deviendra 13 mois plus tard ministre, directeur de cabinet du président de la République. Depuis le 22 juin 2015, M. Mohamed Mahtar Cissé est le directeur général de la Sénat. Il faut également rappeler qu'il a eu à faire tout son parcours, son cursus scolaire et universitaire au Sénégal, entre le Britannique militaire Charles de Gaulle de Saint-Louis et l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. M. Cissé est également titulaire de plusieurs distinctions et décorations. Il est breveté en parachutisme. Il est médaille d'honneur des douanes sénégalaises, médaille d'honneur des douanes françaises. Il est titulaire d'un certificat de mérite de l'Organisation mondiale des douanes. Il est chevalier de l'Ordre national du mérite, chevalier de l'Ordre national du Lion, chevalier de l'Ordre national et de la Légion d'honneur française depuis le 27 juin 2018. Il a été également désigné meilleur manager, homme de l'administration publique du Sénégal en 2016 au Madia d'Or par l'UNACO. Il le sera également en 2018 manager meilleur de l'administration publique du Sénégal par la synthèse qui est la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Voilà de façon succincte
qui est le conférencier, M. Mohamed Mardas. Monsieur Cissé, Ouais. je vous laisse la parole. Merci. Derrière le parcours des hommes, il y a beaucoup d'efforts de la famille, des parents. Il faut toujours leur rendre hommage. Il y a l'effort de nos enseignants et de nos formateurs qui sont anonymes. Certains ne sont plus là, qu'il ne faut jamais oublier parce que nous sommes devenus ce que nous sommes grâce à l'école. Mais dans les nominations également, il y a la confiance des hommes qui ont le pouvoir, à part le décret divin, de nommer à ces fonctions, c'est-à-dire le président de la République. Donc il faut remercier toutes ces personnes. Et comme l'auditoire est composé de cadres, de personnes d'une certaine expertise, j'en connais certains, je ne connais pas d'autres, un peu moins. Mais souvent, quand c'est des conférences dans les universités, quand c'est décliné comme ça, je dis souvent aux étudiants, ne pensez pas que c'est des génies ou c'est des surdoués qui font ça. C'est des personnes normales, parties de pas beaucoup de choses, mais avec beaucoup d'efforts, qui arrivent à se frayer un passage. Et donc, il ne faut pas penser que c'est réservé à une catégorie de personnes. Mais vous, je vous épargnerai ce témoignage parce que vous le savez. Parce que chacun a son cursus et aboutit à quelque chose. Et naturellement, beaucoup d'efforts et avec de la chance aussi dans la vie. Que Dieu continue de nous donner cette chance pour que nous puissions réussir d'autres choses pour le Sénégal. Cela dit, je voudrais remercier tous ceux qui ont répondu à l'invitation, mais commencer par remercier ceux qui m'ont invité. Ce n'est pas une blouse de style, j'ai été invité. Je ne cherche pas la lumière, je tiens à le préciser, parce que j'en produis et ça me suffit. Mais, parce que c'est un exercice toujours risqué de se produire dans des formats comme ça, où certainement dans le public, il y en a qui en savent plus que vous sur le thème. Mais quand on a le devoir quand on accepte une responsabilité publique, il faut accepter également d'expliquer et de débattre. Donc c'est ça la démocratie. La démocratie, comme disait l'autre, c'est la compétition des réponses aux questions que les populations se posent. Voilà. Et dans cette compétition des réponses, moi j'ai la chance et l'honneur d'avoir un pan important pour notre pays, pour notre économie, l'électricité. Je voudrais m'arrêter pour remercier Moïse qui a été mon interlocuteur de tous les jours. Ne pas l'oublier. Bon. Mais comme je veux parler que 15-20 minutes maximum et susciter un débat, je ne vais pas m'étendre sur ces remerciements, au risque d'oublier Simon avec qui je partage le présidium, mon jeune frère Biram, directeur général de l'AME, et bien sûr Amessa qui a eu des mots aimables pour moi, que je remercie et présente mes condoléances à tous mes meilleurs et bonnes années. Que 2019 soit une année de paix et surtout par rapport au contexte électoral qui est là et les élections prochaines, qu'on puisse avoir des élections apaisées, que le Sénégal puisse garder son rang de grande démocratie, parce que nous qui avons le privilège de beaucoup voyager, de beaucoup circuler, le premier avantage comparatif de notre pays, après ses élites, après ses ressources humaines, c'est certainement sa stabilité. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a des choses sur lesquelles nous devons tous avoir des consensus. Sauvegarder cette paix sociale, sauvegarder ce tissu social sénégalais qui est très étriqué. Comme je dis souvent, le Sénégal, c'est 100 familles éclatées. Si on discutait tout à l'heure entre nous, tout de suite, des liens de parenté allaient apparaître. Et donc, sauvegarder cela, permettre à notre pays de continuer sur le chemin long et difficile de son développement, en passant par son émergence, ça devait faire consensus. Maintenant, le reste, c'est la compétition sur les solutions que chacun prétend pouvoir apporter à la marche du pays. Si c'est pour le pays, on doit pouvoir le faire dans la sérénité et la courtoisie. Parce qu'au-delà de ça, au-delà de tout, c'est ce qui nous réunit. Et c'est pour ça que je voudrais saluer l'engagement militant de ceux qui m'ont invité. Parce que l'engagement politique est un sacerdoce, un combat qui est difficile, un combat de tous les jours et parfois un combat de toute une vie. Et sur le chemin duquel, sur le champ de bataille, j'allais dire, on perd souvent beaucoup en quiétude familiale. Il y a des ménages qui volent en éclats. Il y a des enfants à qui on ne consacre pas beaucoup de temps. Donc moi, je ne peux qu'avoir du respect pour ceux qui militent pour des causes comme celle-là. Et la cause politique en est une bien noble, et surtout que c'est au profit de leur pays. Et sur ce chemin, ils rencontrent ceux qui ont un engagement qui peut ne pas être politique, mais qui est patriotique. Parce que c'est ça qui compte. Aimer le pays. Moi,
moi je dis souvent, je refuse que quelqu'un aime le Sénégal plus que moi, qu'il soit politique ou pas politique. Je peux revendiquer ma part d'engagement patriotique pour mon pays comme tout le monde, mais je salue cet engagement qui est le vôtre et qui est extrêmement difficile. Donc, nous débattons aujourd'hui d'un thème qui est au cœur de toutes les préoccupations, parce que l'énergie tout simplement est au cœur de la vie, de tous les processus, au-delà même de l'économie, de la vie tout court. Tout ce que nous faisons, c'est à base d'énergie. Cette conférence, elle se tient parce qu'il y a de l'énergie électrique qui permet d'alimenter. Donc, pour faire simple, l'énergie est une préoccupation commune de toutes les sociétés et depuis toujours. Et naturellement, c'est une des priorités dans toutes les politiques publiques. Et le Sénégal ne fait pas exception et a la chance, grâce à la vision du président de la République à travers le PSE, d'avoir un cap qui permet un référentiel, le plan Sénégal émergent, qui place l'énergie au cœur de nos politiques publiques. Et dans le document de base du PSE 1, qui a été adopté en 2014, sur lequel on avait discuté ici à Paris, c'était même un préalable pour l'émergence. Ça faisait partie des réformes qui étaient identifiées comme devant être réalisées si on voulait assurer les bases de l'émergence du Sénégal. Et je crois que dans toutes les théories économiques, il y a consensus autour de cette centralité de la question énergétique. Et même un auteur aussi sérieux qu'Einstein a pu dire qu'il croit à une vie après la mort parce qu'il sait que l'énergie ne peut pas mourir. Elle se transforme, elle circule. C'est ce qu'Einstein a dit. Il dit qu'il n'est pas comme Moïse, il ne croit pas au Pangol, mais il croit à une vie après la mort. Parce que simplement, il dit que l'énergie ne peut pas mourir, parce que l'énergie continue à circuler. Donc moi, Einstein, je crois à une vie après la mort, parce que l'énergie ne mourra jamais. Donc c'est dire la centralité de cette question de l'énergie qui traverse toutes les sociétés. Et si vous faites l'histoire de l'évolution des sociétés à travers les différentes révolutions industrielles qui nous servent de repère, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est une question éminemment économique avant d'être politique. C'est une question éminemment économique. Et donc la première révolution industrielle, elle a pu se faire avec le charbon, donc découverte d'une source d'énergie. Mais comme je dis souvent, une source d'énergie corrélée au développement d'un moyen de communication de masse. Et cette fois, c'était dans la première révolution, c'était la machine à vapeur et les trains. La deuxième révolution industrielle, fin du 18e, début du 19e, c'était également quoi, le pétrole. Et donc la découverte et l'explosion de l'automobile comme moyen de communication de masse. La troisième révolution industrielle, les gens peuvent ne pas s'accorder sur les dates, dans le 20e, c'est l'explosion du nucléaire, on peut le dire comme ça, donc autre source d'énergie, mais développement également de l'aviation, développement du numérique, des télécoms, et donc une autre forme de communication, de télécommunication. Donc ça a été corrélé ainsi, et aujourd'hui la quatrième révolution qui se profile, celle dont parle Rifkin, celle dont parlent beaucoup de futurologues, si elle n'est pas déjà là, c'est cette digitalisation qui est là. Moi, je rentre du salon de l'innovation de Las Vegas. Enfin, c'est sur le chemin de retour que je me suis arrêté ici. C'est la première fois que je suis allé. Ce salon, il est organisé chaque année depuis plus d'une vingtaine d'années. Et tout ce qui se prépare dans le monde au niveau technologie est exposé là-bas. Donc c'est bien d'aller s'inspirer de ces découvertes, même si, comme je dis souvent, quand vous avez fini de visiter ces salons, où il n'y avait pas moins de 450 startups, rien qu'en pour les Français, il y avait 450 exposants, plus de 2000 participants et une petite délégation du Sénégal de 5 personnes, mais bon, qui a fait honneur à l'Afrique, parce que je crois que nous étions les seuls à côté du Maroc à représenter le continent africain. Et donc on se rend compte du monde du futur qui est déjà là, qui se développe grâce aux technologies de l'information et de la communication, grâce à l'intelligence artificielle. Et toutes ces nouvelles découvertes qui sont appliquées à notre vie quotidienne doivent permettre d'améliorer le sort des êtres humains que nous sommes, et peut-être le sort de la planète, parce que c'est une des revendications de la transition énergétique. Et donc, je dis cette centralité de la question énergétique fait que en fait une préoccupation pour les gouvernements comme pour les sociétés. Et le débat de la transition énergétique, justement, se pose à partir du moment où il y a un double constat, sinon un triple constat. Le premier constat, c'est que dans le bilan énergétique du monde, il y a une prédominance, sinon une dictature des énergies fossiles.
Ça c'est un. Depuis la découverte du pétrole et du gaz, et bien avant même le pétrole et le gaz, le charbon, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ces énergies fossiles dominent le bilan énergétique du monde. 80% de l'énergie consommée dans le monde est d'origine fossile. Le deuxième constat, c'est que cette consommation d'énergie permet de garantir un certain niveau de vie aux populations, un certain niveau de développement. Donc il y a un modèle de développement qui est basé sur cette production et cette consommation d'énergie fossile. Deuxième problématique, est-ce qu'on va continuer à maintenir ce niveau de consommation, continuer à garder ce modèle à travers les énergies fossiles, ou il faut autre chose, à partir du moment où, troisième problématique, il y a un impact réel sur l'environnement, il y a un impact réel sur l'avenir par rapport à l'avenir de la planète. Et c'est donc pour ça que le débat sur la transition écologique d'abord a été posé en Allemagne, ensuite en France et bien dans d'autres pays. Ensuite, cette transition écologique, c'est mieux pour certains, une transition énergétique, et même pour certains autres, comme nous, tout simplement à une transition électrique. Parce que l'électricité demeure la consommation finale de l'énergie la plus utilisée, la plus moderne, celle qui impacte le plus le développement économique de nos différents pays. Et le Sénégal ne fait pas exception. Il est sur les mêmes tendances par rapport à ce bilan. Mais les pays sous-développés de façon générale, au-delà de cette prédominance des énergies fossiles, une autre contrainte beaucoup plus importante, c'est le problème de l'accès. Je m'explique. Si vous faites le bilan énergétique du Sénégal, vous verrez que 50% de l'énergie utilisée, c'est le charbon de bois et le bois de chauffe. C'est le charbon de bois et le bois de chauffe, la biomasse. C'est 50% du bilan énergétique du Sénégal. Ce qui explique en partie le retard de nos pays, parce que ça c'est le bilan du Sénégal. Il est beaucoup meilleur que beaucoup de bilans de pays de l'Afrique au sud du Sahara. Parce que nous ne consommons pas assez d'énergie, peut-être c'est pour ça que nous sommes sous-développés. Nous sommes sous-développés parce que nous ne consommons pas assez d'énergie, c'est une preuve. Parce qu'il y a une corrélation qui a été faite par beaucoup de chercheurs, beaucoup de livres même ont été produits sur le sujet, qu'il y a une corrélation presque quasi parfaite souvent entre le taux de croissance des PIB des pays et le taux de pénétration et le niveau de consommation de l'électricité. Donc il y a une corrélation. Si vous regardez la courbe, pour donner un exemple, nous au Sénégal on est à 11%, l'Afrique tourne autour de 8%, la moyenne, on est un peu au-dessus de la moyenne, parce que j'y reviendrai, on a un bon taux de couverture qui n'est pas parfait mais qui s'améliore. Mais vous avez dans les pays développés, pour avoir la référence, entre 30 et 60% de consommation finale en électricité. Le taux de la France, où vous vous trouvez, est de 50%, ce qui témoigne d'un niveau élevé de développement économique. Si vous regardez la consommation per capita d'énergie également, c'est pareil. Les États-Unis sont largement en tête avec plus de 12 000 kWh, suivi de pays comme la Chine avec 6 000 et un pays comme la France avec 3 000. Donc vous voyez un peu les tendances qui se dessinent, qui témoignent de la concordance qu'il y a entre le niveau de développement des pays et le niveau de consommation énergétique. Et donc nos pays sont sous-électrisés, on ne consomme pas assez d'énergie dans nos pays parce que peut-être nous n'en produisons pas assez, quand bien même le potentiel de l'Afrique, il est énorme. L'Afrique au sud du Sahara ne consomme que 2% de l'électricité produite dans le monde. Et donc n'impacte l'environnement et la planète qu'à peu près pour un taux avec les gaz à effet de serre, les émissions représentent le taux de l'Afrique. J'allais dire la contribution négative de l'Afrique à la dégradation de l'environnement, c'est 4%. La Chine et les États-Unis cumulés, c'est à peu près, avec ces deux pays, vous avez plus de 60% de l'impact négatif sur l'environnement entre ces deux pays. Et donc, quand on parle de transition énergétique souvent, qui pose la problématique d'un basculement, parce que quand on parle de transition, on veut quitter une situation pour une autre. Et tel que c'est posé dans les pays développés, c'est justement parce qu'il y a une telle tyrannie du fossile, avec un impact tellement négatif sur l'environnement et sur la vie des gens,
qu'il faut essayer de faire une mutation pour intégrer le maximum d'énergie dite renouvelable, solaire, éolienne, biomasse, mais également peut-être hydroélectricité en fonction du potentiel des pays. Mais ce basculement ne peut pas se décréter naturellement, ne peut pas être automatique, à des incidences économiques importantes, à des incidences financières importantes. Et donc, du coup, c'est un débat de société que vous vivez en France, que vous vivez dans tous les pays européens. C'est ce qui a amené les organisations que vous avez connues récemment avec la COP, parce que depuis le protocole de Kyoto en 1992, la problématique environnementale a été prise en charge par l'Organisation des Nations Unies. Mais on en était peut-être au niveau des déclarations d'intention. Avec la COP, les séries de COP, les exigences sont devenues un peu plus contraignantes pour tous les pays. Mais n'empêche, trouver la solution, trouver le juste équilibre entre la contrainte environnementale et le besoin de développement pour maintenir le niveau de ces pays est un souci. Et personne n'a la réponse. Et je crois que nous, pour être, comme je dis souvent, les meilleures solutions, c'est des solutions d'équilibre. Il ne faut pas opposer l'écologie à l'économie. Il faut essayer de matcher les deux. Et c'est dans cette dynamique que le Sénégal s'est inscrit depuis le plan Sénégal émergent, qui nous a fait faire quand même des bons dans ce secteur qui sont extrêmement importants. Sarr l'a rappelé tout à l'heure dans son propos. Et pour expliquer justement le bilan énergétique du Sénégal et comprendre les mutations qui sont en cours et ce qui se joue dans l'avenir proche, il suffit de rappeler juste que Sénélec, qui est la compagnie nationale d'électricité, donc qui a un monopole, mais sur sa concession. Sénélec a une concession sur l'urbain et le périurbain. Le périmètre rural étant du ressort de l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale. J'entends souvent mes amis du Fouta derrière Canel ailleurs me dire on n'a pas d'électricité chez nous. Je dis il faut regarder votre voisin d'à côté, Baba Diallo. La Sénélec n'est pas encore dans ces coins reculés du Sénégal, malheureusement. On va y arriver certainement un jour parce que dans les projets du Sénégal de 2019 et de 2020, le président de la République a décidé de travailler pour monter une holding qui va fusionner à la fois Sénélec, Azer, et peut-être je vais absorber AEMO aussi. Et si je dis je, c'est Sénélec. Hein? Et donc, ça permettra d'avoir un truc beaucoup plus homogène. Et donc, je disais, donc, Sénélec n'est devenue société nationale qu'en 1983, si vous vous rappelez, après une longue tradition héritée de la France, ancêtre de EDF, etc. Nous sommes des descendants de EDF, Électricité de l'Ouest africain, etc., Société des eaux et de l'électricité. Mais vous vous rappelez que Sénélec a été privatisé tellement les contraintes étaient importantes, les difficultés énormes. En 1999, vous vous souvenez, des soubresauts, une longue grève, 3 jours sans électricité dans Dakar, les syndicalistes sont allés en prison, certains sont morts, des familles ont volé en éclats, on s'en souvient encore. Mais on a renationalisé Sénélec en 2002. Hydro-Québec et Elio, qui avaient gagné à l'époque, n'ont pas pu tenir plus de 2 ans. En tout cas, on ne les a pas laissés tenir plus de 2 ans. On a renationalisé dans des conditions extrêmement difficiles qui ont impacté également les finances publiques parce qu'il a fallu les dédommager. Et après, une série de réformes ont été lancées, beaucoup de plans ont été lancés. Et aujourd'hui, cela ne nous a pas empêché de connaître ce qui a été peut-être le déclic en 2011, ce qu'on a appelé les émeutes de l'électricité. Ça a été un déclic citoyen pour tout le monde. On s'est réveillé, on s'est rendu compte qu'on n'était pas capable de produire. Nous, Sénégal, qui avons donné à l'Afrique ses premiers ingénieurs en électricité et dans beaucoup d'autres domaines, on n'était pas capable de produire pour nos 12 millions, 13 millions à l'époque de Sénégalais de l'énergie, ni pour nos industries qui sont encore dans un état, pour l'essentiel, embryonnaire. Le tissu industriel n'étant pas très développé au Sénégal. Et donc, on comptait à l'époque sur quoi? Sur une puissance installée de 687 MW. Mais ce qui est important de retenir, c'est que sur ces 687 MW, si ces mégawatts tournaient, on aurait pu donner assez d'énergie au Sénégalais. Parce qu'au moment où je vous parle, nous ne consommons pas 700 MW au Sénégal. Mais le problème, c'est le problème du taux de disponibilité du parc. On avait 687 MW, avec une pointe d'à peu près 500 MW de besoin, mais avec un parc qui était disponible à 56%. Donc seule la moitié du parc de Sénélec était disponible. Ce qui explique que le plan qui a été lancé à cette époque a été un plan de restructuration pour remettre la machine à flot. Et le coût du carburant joue, mais il n'explique pas tout.
Parce que nous sommes importateurs nets de produits pétroliers, mais comme je dis souvent, si vous avez un véhicule en panne, si votre véhicule est en panne et dans votre garage, si le carburant est gratuit, il vous sert à quoi? Même le carburant gratuit ne vous est pas d'un grand secours. Donc ce n'est pas seulement que le cours du baril qui explique les performances, parce qu'il faut également le taux de disponibilité du parc. Et on a l'avantage dans ce secteur que tout est documenté, tout est chiffré et tout est dans des rapports, que ce soit de l'État, mais surtout des cabinets d'audit qui auditent le secteur chaque année, mais surtout de la Banque mondiale qui travaille beaucoup sur le secteur de l'énergie. Donc 2011, 687 MW installés, mais un taux de disponibilité de jusqu'à 56%. Donc la moitié du parc était off. 2018, c'est 1130 MW installés, mais avec un taux de disponibilité de 82% du parc. Donc ça explique la différence. Ça, c'est de la gestion, c'est de la maintenance prédictive pour les spécialistes, c'est de la maintenance préventive pour continuer à assurer la disponibilité du parc. Autre chiffre qui est important, parce que quand vous produisez l'énergie, vous transformez et vous transportez. Il ne sert à rien d'augmenter le niveau de la capacité à produire si vous n'augmentez pas en même temps la capacité à transformer et à transporter l'énergie. Je suis devenu directeur général de Senelec grâce à la volonté du président Macky Sall en juin 2015. Comme disait tout à l'heure Birame, on m'a envoyé il a dit on m'a rétrogradé, voilà. Mais pour moi c'était un bel envol, voilà. Je suis devenu directeur du Senelec. Dans mon document de passation, j'avais vu qu'on était à 527 km de haute tension ligne pour tout le Sénégal. Donc ça veut dire que la moitié du pays n'est pas couverte par la haute tension qui permet de transporter l'énergie. C'est le paradoxe aujourd'hui d'avoir de l'énergie disponible dans nos centrales à Dakar, de ne pas pouvoir alimenter tout le reste du Sénégal parce que justement l'infrastructure de transport n'existe pas encore. L'infrastructure de transport n'existe pas encore et souvent la question qui m'est posée, pourquoi vous donnez de l'énergie à la Gambie, pourquoi vous en donnez un peu au Mali alors qu'il y a des Sénégalais qui n'en ont pas? Je dis, les conditions techniques aujourd'hui ne me permettent pas de stocker cette énergie, ni les conditions financières parce que le stockage de l'énergie coûte excessivement cher et va renchérir le coût. Et comme je ne peux pas stocker cette énergie et que je la produis déjà, laissez-moi en donner un peu à nos cousins gambiens, à nos cousins maliens, en attendant qu'on puisse avoir les réseaux qui permettent de couvrir l'ensemble du Sénégal. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est comme votre maison, si vous avez tout le budget disponible, vous ne pouvez pas construire votre maison en 24 heures ou en un mois. Il faut le temps pour poser brique après brique. Donc les investissements, ce n'est pas le problème, les fonds mobilisés pour faire les réseaux, ce n'est pas le problème, mais il faut les procédures, il faut le temps pour pouvoir aller partout à l'intérieur du Sénégal. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, cette capacité de transporter l'énergie également a été multipliée par 2. Donc il n'y a pas que la capacité il n'y a pas que la capacité de production qui a été multipliée par 2, parce que ça ne sert à rien de multiplier si vous ne pouvez pas transporter et distribuer. Donc la capacité de transporter et de distribuer l'énergie également a été multipliée par 2. C'est ce qui permet de donner de la profondeur à l'électrification rurale et d'améliorer sensiblement le taux, même s'il n'est pas satisfaisant, c'est l'un des indicateurs où nous sommes encore faibles, parce qu'on est dans un débat technique et scientifique, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Globalement, le Sénégal présente un taux d'électrification de 62%, 68% plutôt, 68%. La moyenne en Afrique au sud du Sahara, vous pouvez vérifier en cliquant sur n'importe quel document, c'est 30% à peu près. C'est 30%. Il y a 600 millions d'Africains au sud du Sahara qui n'ont pas accès à l'électricité. 600 millions, exactement, d'Africains. C'est pour ça la BAD, d'ailleurs, la Banque africaine de développement, en a fait une surpriorité et a créé même un poste de vice-président, occupé d'ailleurs par un de nos compatriotes, Amadou Hott. C'est la surpriorité pour toutes les institutions et pour tous les partenaires. Ce n'est pas hasard que le MCC, qui vient de signer un second compact pour le Sénégal, ait décidé également de consacrer l'intégralité du compact au secteur de l'énergie. Parce que c'est encore la principale contrainte sur notre économie en termes d'accès, mais surtout en termes de coûts. Je vais y revenir dans les 2 minutes du Sud. Et donc, c'est ça qui a permis de faire passer le nombre de villages électrifiés par ASER de 1600 à peu près aujourd'hui plus de 3000 villages. Donc du coup également le nombre de villages électrifiés au Sénégal a été multiplié par 2 ces 5 dernières années. Donc tous ces efforts combinés ont fait croître la clientèle de Senelec,
Parce que nous vendons de l'énergie à ces concessionnaires, naturellement, qui redistribuent, et nous, on vend directement dans notre concession. De 900 000 clients, aujourd'hui, Senelec, c'est le chiffre qui parle le plus, est passé en 5 ans à 1 500 000 clients. Donc, on est en progression. Mais ce qui parle le plus dans une entreprise, parce qu'une entreprise, même publique, elle doit produire de la valeur, c'est les chiffres, c'est les résultats nets. 2010, les comptes de Senelec, c'est moins 50 milliards. 2010. 2011, beaucoup d'efforts ont été faits avec la restructuration financière, mais on est tombé quand même sur moins 5 milliards. Moins 5 milliards 500 millions exactement. C'est ça qui a été arrêté comme résultat net de Senelec en 2011. 2018, j'ai même peur de prononcer le résultat, parce que s'il n'est pas expliqué, on va dire pourquoi vous faites des bénéfices. Mais il est bénéficiaire à plus de 30 milliards. Donc, votre compagnie nationale d'électricité va conclure pour la 5e année consécutive un exercice bénéficiaire. 2014 a été bénéficiaire, 2015, 16, 17 et 18. Ces 5 dernières années ont été bénéficiaires pour Senelec. Ces 5 dernières années ont été bénéficiaires pour Senelec parce que la contrainte de la production a été maîtrisée grâce au volontarisme du président de la République, je l'ai dit tout à l'heure, et son volontarisme qui s'est surtout traduit dans la diversification de notre mix, dans la diversification de nos capacités avec la politique du mix énergétique. 2011, c'est 0% d'énergie renouvelable dans le parc de Senelec. 2012, c'est 0%. 2013, c'est 0%. Mais 2016, on a commencé avec la première centrale solaire de Bokol, que vous connaissez. Après, il y a eu Malikounda, après, il y a eu Sinthiou-Mekhe, après, il y a eu la centrale qui porte le nom majestueux de Cheikh Anta Diop, vers chez Parendiaï. Il y a eu la centrale de Kaoul, etc. Aujourd'hui, on est à un taux d'injection de renouvelable de près de 20% dans le parc de Senelec. Donc d'un parc essentiellement, totalement thermique, à part les 8% qui nous proviennent de Manantali et qui continuent à arriver en hydroélectricité, non seulement la capacité de production a été multipliée par 2, mais on a mis 20% d'énergie renouvelable à travers les centrales solaires. Et on a en projection 50% en 2019 d'énergie éolienne avec la centrale de Taïba Ndiaye qui est en construction et qui à terme va donner au Sénégal 150 MW d'énergie éolienne. Et les travaux ont déjà démarré à Taïba Ndiaye. Ça, c'est du volontarisme. C'est pour ça que je disais hier, ou il y a une semaine, à un économiste, que j'ai lu beaucoup de théories sur la croissance, mais j'aimerais bien qu'on m'explique le résidu de Solow, pour les économistes. Il disait que dans la croissance économique, il y a une part inexpliquée qui échappe à la connaissance économique. Et il m'a donné une explication qui m'a satisfait, parce que moi, je ne suis pas économiste à la base, donc je m'intéresse beaucoup à la question. Et donc, je disais, parce qu'il y a une part de la politique économique qui ne peut pas s'écrire avec des logiciels ou avec des ordinateurs. Non, c'est le cœur. C'est le cœur. Vous aimez votre pays, vous voulez faire, vous avez la volonté, vous dites je veux faire. C'est ce qui a été fait dans le solaire. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait dans le solaire. Aucune équation économique ne permettait de la rendre rentable cette opération. Personne n'en voulait d'ailleurs. C'est pour ça maintenant que le succès est là, tout le monde veut faire du solaire, tout le monde veut investir. On était donné pour perdu en investissant autant dans le solaire, mais l'histoire a donné raison au président de la République qui a été très volontariste pour demander d'y aller. Et récemment, avec la Banque mondiale, on a conclu un appel d'offres dans le cadre des Scaling Solar, que vous connaissez bien. Ça a été adjugé, mais c'est un appel d'offres international. Il ne faut pas qu'on vienne nous parler de la nationalité des entreprises. Ça a été gagné par Engie notamment, pour dire les choses clairement. Et on a le coût du kilowattheure solaire le moins bas au monde après le Mexique, à 25 francs. À travers cet appel d'offres qui vient d'être conclu. Ça, c'était inimaginable il y a juste 2 ans. Scaling Solar avait beaucoup de contestations, mais au finish, l'histoire a encore donné raison au président de la République sur cette question. Et moi, ma chance à Senelec, c'est que j'ai un homme peut-être qui connaît le secteur, qui m'aiguillonne beaucoup, qui m'aide beaucoup, sur qui je peux me reposer, et qui a été ministre de l'énergie. C'est sa première fonction dans le gouvernement du Sénégal. Et ça aide beaucoup, et ça m'a beaucoup aidé. Naturellement, le reste, c'est une question d'équipe. On parle beaucoup de Maktar Cissé, c'est comme une équipe
à la fin du match, on remet la coupe au capitaine, mais c'est tout le monde qui aura contribué. Maintenant, à partir de ce parc, est-ce que nous, on est en situation de basculer vers plus de renouvelables? On est en situation d'intégrer un peu plus de renouvelables? Techniquement, la question, c'est non, pour être clair. Techniquement, la question est non. Une étude scientifique faite dans le cadre de Power Africa a démontré que le réseau électrique sénégalais ne peut pas aujourd'hui absorber plus de 20% d'énergie renouvelable à cause de l'intermittence. Il y a des efforts de fiabilisation, des efforts de stabilisation encore à faire, des investissements à faire pour assurer la sécurité du système électrique, pour permettre une plus grande injection d'énergie renouvelable. C'est ça la problématique, la contrainte d'abord technique. Et moi j'ai une autre position d'ailleurs, qui est celle également de l'État. Nous, notre transition énergétique, est-ce que c'est de basculer tout vers du tout renouvelable, ou bien c'est d'assurer un meilleur accès des Sénégalais qui n'ont pas encore l'énergie à l'énergie? Première question. Moi j'ai ma réponse, mais je vous laisserai donner vos points de vue, après je pourrai développer. Deuxième question que je me pose. Le défi de nos pays sur la trajectoire de leur développement économique, c'est l'industrialisation. Avec quelle énergie nous allons assurer cette industrialisation? Avec quel mix énergétique? Ça également, le président de la République vient de lancer 5 initiatives, et l'une de ces initiatives, c'est également l'industrialisation, qui est le vrai défi, qui est le vrai problème. Pour créer de la richesse et de l'emploi, il faut un peu plus d'industrie dans nos pays. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est 11%, c'est à peu près 17% secteur primaire, alors que c'est 55% de la population. Ça fait partie de notre équation économique d'ailleurs. C'est 22% d'industrie, le secteur secondaire, et c'est 61% de services. Nous sommes une économie de services. Et quels services? Les télécoms et les services financiers pour l'essentiel, dont les revenus sont très souvent exportés. Et c'est ça qui explique souvent que le niveau du PIB qui est réel et qui est admirable, on a un taux de croissance exceptionnel ces 5 dernières années. C'est pour ça souvent le ressenti est différé. Le ressenti est différé parce que c'est les moteurs de la croissance qui ne sont pas souvent endogènes, qui ne permettent pas de garder la richesse au Sénégal. Il y a une différence entre croissance et revenu national. Ça également, c'est une problématique qui est connue, que nous posons. Et donc c'est pour ça que les nouveaux modèles de croissance qui sont choisis et qui transparaissent dans le document 2 du PSE essaient de faire une part beaucoup plus grande à ces facteurs exogènes qui permettraient de capter le revenu au niveau national et donc d'améliorer la vie de ces populations. Pour conclure sur ce thème, j'ai fait... Une bonne vingtaine de minutes. Bon, c'est bon d'arrêter. Je suis trop bavard. Le développement économique est une œuvre de très très longue haleine. Je ne connais pas d'exemple historique au monde de pays qui se soit développé, devenu émergent à l'espace d'une génération ou même, et nous comme on veut le faire 10 ans, 15 ans. Donc ceux qui veulent qu'on soit émergent en 7 ans ou 8 ans, ils nous posent un problème pour lequel on n'a pas de solution. Et comme dit Einstein, que j'aime bien, je le répète depuis ce matin, c'est la deuxième citation d'Einstein que j'ai gardée dans ma mémoire, j'en ai beaucoup perdu. Un problème qui n'a pas de solution, c'est parce qu'il est mal posé. Mais les problèmes bien posés ont toujours des solutions. Et nous, notre problématique de développement, justement, c'est notre croissance économique, notre croissance démographique à gérer. C'est un aspect. Et moi, je dis transition pour transition, on veut soumettre l'Afrique à sa 3e transition. Et vous suivez avec moi que vous avez connu la transition démographique d'abord. On nous a dit qu'on était trop nombreux, qu'on faisait trop d'enfants. Heureusement que Malthus n'est pas sénégalais. Mais on a fait beaucoup de politiques de limitation des naissances, mais nous n'y sommes pas encore. Et le dividende démographique, on tarde à l'absorber, à l'avoir, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Deuxième transition, on nous a embarqués dans une transition démocratique. Le pays qui a été le symbole de cette transition démocratique vient de connaître une élection. C'était les conférences nationales, vous vous souvenez? C'est la RDC. Voilà, vous avez vu où en est la RDC après sa longue transition démocratique. Ils n'arrivent pas à organiser une élection démocratique. Et on veut nous embarquer encore dans une 3e transition.
Et dans une boutade, je dis souvent à nos partenaires économiques et financiers, ceux qui sont en transit n'arrivent jamais à destination et voulaient nous maintenir en transit. Moi, je refuse. Laissez-nous développer nos propres solutions à notre rythme, en utilisant les ressorts de la technologie, parce qu'aujourd'hui, la technologie permet de faire des raccourcis, agir comme un accélérateur. Et c'est ce que nous avons fait, par exemple, dans l'économie d'énergie. Et c'est sur ça que je vais terminer pour donner la parole à Biram. Parce que la question de la transition énergétique, c'est également la problématique de l'économie d'énergie et de l'efficacité énergétique. On ne peut pas du jour au lendemain réduire le niveau de vie des populations en leur demandant peut-être de ne plus conduire de voiture, de ne plus mettre de chauffage. Tout le monde sait que c'est impossible. Par contre, on peut les appeler à des comportements citoyens plus économes de l'énergie. On dit que l'énergie la moins chère et la moins polluante, c'est laquelle? En botte. Hein? C'est celle qu'on ne consomme pas. Merci. C'est pour ça que je disais, j'ai peur de faire des conférences parce qu'il y a trop de gens qui en savent plus que moi. Donc l'énergie la moins chère et la moins polluante, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc moi je suis d'avis, modestement, que dans un pays comme le Sénégal, ou un pays qui ressemble au Sénégal, parce que le Sénégal c'est les autres pays d'Afrique, on a à peu près le même modèle, la Côte d'Ivoire, etc. Et donc dans un pays, la première source d'énergie, ça devrait être l'économie d'énergie. Quand on est un pays sous-développé, en quête d'émergence, la première source d'énergie, ça devrait être l'économie d'énergie. Et c'est pour ça que nous, on a développé une start-up grâce à 2 ingénieurs sénégalais qui étaient en France, qui sont rentrés, qui ont créé une société qui s'appelle Akili, qui produit des services dans l'efficacité énergétique, vous permet de surveiller votre consommation. Moi, de Paris, je peux savoir si mon fils a allumé la climatisation chez moi ou pas, ou bien sûr profite de mes absences pour mettre la télé. Et donc, on en est là où la technologie permet au client de contrôler sa consommation, permet également à l'opérateur qui distribue l'énergie de dialoguer avec le client et de lui demander par exemple de s'abstenir d'allumer certains appareils pour permettre de gérer les pointes. Parce que l'autre problématique importante dans notre système électrique, c'est que nous produisons toute cette capacité, mais on en a besoin surtout pour les 4 mois de l'année où il fait très chaud, juillet, août, septembre, octobre, et on en a besoin pour 4 heures dans la journée, 20 heures à minuit. Après, la consommation commence à décliner et ça devient une réserve. Et pourtant, on est obligé de payer les charges aux fournisseurs, aux IPP qui nous vendent de l'électricité, parce que ça, on ne l'a pas assez dit. 70% de notre parc aujourd'hui est privé, à travers les IPP, ce qui témoigne de l'attractivité de notre cadre des affaires, parce que, comme je dis, ces investisseurs, ce n'est pas des philanthropes, et s'ils viennent au Sénégal, s'ils investissent plus d'1 milliard de dollars, rien que dans le secteur de l'énergie, sur ces 5 dernières années, ça veut dire qu'ils ont confiance en notre système, donc ayons confiance en notre système. C'est sur cet appel patriotique que je voudrais rendre la parole pour ne pas être trop long. Sur cette question, il y a encore à dire, il y a encore à voir, mais j'espère avoir répondu à votre attente. Je vous remercie.